am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Une délégation réduite à une dizaine de religieux druzes se prépare à se rendre ce vendredi à ce qui est qualifié d'Israël. Une première depuis 1948. Le groupe devrait rencontrer Mouafak Tarif, chef spirituel de la communauté druze en Palestine occupée. Une démarche qui nous renvoie à une volonté de morcellement du pays d'ores et déjà tentée en 2014-2015, alors que la guerre contre Daesh était à un stade critique. Des délégations issues de pays rivaux et de groupes de réflexion rivaux lançaient divers plans pour diviser la Syrie et l'Irak. Surfant sur le communautarisme, l'entité avance ses pions, fragilise le pouvoir, mène des centaines de raids et détruit, selon les estimations de l'armée, environ 85% des avions, des missiles et des systèmes de défense aériens de la Syrie. Israël Katz, le ministre de la guerre de Netanyahou, a annoncé que des Druzes syriens vont pour la première fois être prochainement autorisés à venir travailler dans la partie du plateau du Golan occupé. Le déplacement de ce vendredi est condamné par les Druzes lors de l'entretien exclusif que nous a accordé Walid Jumblat. Le rejet est sans nuance. Nous avons pris une position appuyant l'unité de la Syrie et l'arabité de la Syrie, dénonçant les tentatives israéliennes d'essayer de disloquer la Syrie par le truchement de certains représentants religieux d'Israël, druzes israéliens. En Israël, en Palestine occupée, le chef spirituel de la communauté druze là-bas, cher Mouafak Tarif, essaye de se positionner comme étant le responsable principal des Druzes de la région, ce qui est faux, mais il est appuyé par Israël et les États-Unis. Chaque communauté a ses représentants au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Israël. Ils sont citoyens israéliens sous occupation, mais ils ne nous représentent point. C'est ça l'enjeu maintenant. Comment contrer, arrêter cette offensive culturelle, politique, même militaire. La récente ou les récentes attaques dans la périphérie de la ville côtière de Latakia et la mise en avant du communautarisme via la prise pour cible de la communauté alaouite démontrent une volonté sournoise de la mise en application d'un plan d'éclatement de la Syrie. Une tentative battue en brèche par l'accord signé lundi entre Ahmed Shara et le chef des forces démocratiques syriennes. En tant que Kurde et citoyen syrien, je suis heureux des termes de l'accord et de la fin de la guerre en Syrie après 14 ans de conflit. Si Dieu le veut, cela marque l'aube de la liberté. Avec nous en ligne, Monsieur Abdelkrim Omar, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été entre 2015 et 2022 chargé des relations extérieures au sein de l'administration kurde. Saïd Abdelkrim Omar, shukran li hudurikum ma'ana, Saïdi. L'accord que nous venons d'évoquer a été précédé d'une rencontre en décembre dernier, Monsieur Abdelkrim Omar. Saïd Abdelkrim Omar, سبق هذا الاتفاق لقاء في شهر ديسمبر الماضي. صحيح ما تقولينه صحيح. C'est exact. Après la chute du régime autoritaire et la prise en main de l'administration à Damas, une rencontre a eu lieu le 27 décembre dernier entre M. Ahmed Shara et le commandant des forces démocratiques syriennes, M. Madloum Abdi. À cette occasion, un accord a été conclu sur des questions fondamentales, notamment l'unité du territoire syrien, l'unification de l'armée syrienne, ainsi que la répartition équitable des richesses souterraines entre les différentes régions de la Syrie.
Il a également été convenu que la plupart des différences seraient résolues par le dialogue. Par la suite, comme vous l'avez mentionné, un accord a été signé le 10 mars entre M. Madloum Abdi et M. Ahmed Shara, président de la République pour la période transitoire, établissant ainsi des principes fondamentaux. Monsieur Abdelkrim Omar, quels sont ces principes justement? Saïd Abdelkrim Omar, ما هي هذه المبادئ؟ Il s'agit d'une véritable feuille de route pour l'avenir de la Syrie. Des questions fondamentales ont été convenues, notamment la garantie des droits de tous les Syriens à participer au processus politique, ainsi qu'à l'ensemble des institutions de l'État sur la base du mérite et indépendamment de leur appartenance religieuse ou ethnique. Il a également été acté la reconnaissance de la communauté kurde comme une composante essentielle de l'État syrien, avec l'assurance de ses droits citoyens et constitutionnels, ainsi que la cessation des hostilités sur l'ensemble du territoire syrien. Quatrièmement, il est question de l'intégration de toutes les institutions civiles et militaires du nord-est syrien au sein de l'administration de l'État, y compris les postes frontières, les aéroports et les champs pétrolifères et gaziers. Cinquièmement, il s'agit de garantir un retour de tous les déplacés syriens dans leurs villes et villages avec la protection assurée par l'État syrien. Outre ces points, cette feuille de route définit d'autres points fondamentaux qui seront suivis par la création de commissions chargées de négocier les détails. Des commissions mixtes seront mises en place ainsi pour discuter des modalités d'intégration des forces démocratiques syriennes à l'armée syrienne, ainsi que d'autres comités dédiés aux questions administratives et politiques. En ce qui concerne les Kurdes, qu'avez-vous convenu, monsieur Abdelkrim Omar, فيما يتعلق بحقوق الشعب الكردي على ماذا تم الاتفاق سيد عبد الكريم عمر؟ بالنسبة لحقوق الشعب الكردي سيكون هناك هيئة. Concernant les droits du peuple kurde, une instance représentative de l'ensemble des Kurdes de Syrie, issus de différents partis politiques kurdes syriens, sera mise en place afin d'engager un dialogue sur les droits des Kurdes dans la Syrie de demain. Toutes ces questions seront soumises au débat. Nous considérons ce pas comme étant un accord historique, jetant les bases d'un dialogue pour bâtir une nouvelle Syrie démocratique et pluraliste. Cet accord représente en fait une victoire pour l'ensemble du peuple kurde. Pour la première fois dans l'histoire de la Syrie, depuis la création de l'État syrien et après toutes les injustices subies par les Kurdes, un accord a été signé entre des représentants kurdes et le président syrien. Toutefois, nous estimons que cette victoire n'est pas exclusivement celle des Kurdes, mais aussi celle de toutes les autres composantes du pays, Druzes, Alaouites, Yézidis et Arabes. Nous pensons que cet accord jettera les passerelles d'un dialogue sérieux en vue d'un changement national et démocratique afin de construire une Syrie nouvelle fondée sur le pluralisme, l'état de droit et la justice. Après 60 ans de domination du parti Ba'ath et plus de 50 ans de règne de la famille Al-Assad, nous sommes convaincus que, compte tenu de la diversité ethnique, culturelle et religieuse de la Syrie, la préservation de son unité et la construction d'une patrie commune pour tous les Syriens exigent de la Syrie de demain d'adopter un système décentralisé. Certaines questions de souveraineté relèveront des prérogatives du pouvoir central, tandis que d'autres seront du ressort des régions et des provinces. C'est ainsi que nous pourrons garantir l'unité de la Syrie. Monsieur Abdelkrim Omar, je rappelle que vous avez été chargé des affaires extérieures de l'administration autonome du nord-est syrien de 2015 à 2022. Monsieur Abdelkrim Omar, les pays de la région, tels que l'Irak par exemple, ont précédemment conclu des accords. Alors qu'est-ce qui distingue ce récent accord des précédents؟ سيد عبد الكريم عمر، ما الذي يميز هذا الاتفاق الذي تم توقيعه عن باقي الاتفاقات التي أبرمت سابقا؟ مثلا في العراق أبرمت السلطة المركزية اتفاقا مع أكراد البلاد. ما يميز هذا الاتفاق الذي تم
Ce qui distingue cet accord, c'est qu'il est le fruit d'un dialogue intersyrien, sans aucune ingérence régionale ou internationale. En réalité, certaines nations de la coalition, telles que les États-Unis et la France, ont encouragé et facilité ces discussions entre le commandant en chef des forces démocratiques syriennes et le président de la transition en Syrie. Toutefois, cet accord a été conclu entre Syriens, en tenant compte des spécificités de la société syrienne. Les parties ont convenu de principes fondamentaux et de grandes lignes directrices, définissant ainsi une feuille de route. Quant aux autres questions, aux détails et aux divergences, elles seront traitées néanmoins à travers le dialogue. Je suis convaincu qu'un dialogue purement syrien permet de surmonter les différentes divergences. سوف أؤكد القول السيد عبد الكريم عمر. Je vais aller ou abonder en ce sens, monsieur Abdel Karim Omar. Certaines parties évoquent le rôle de pays régionaux, de puissances régionales, de puissances étrangères dans ce processus. بعض الأطراف تتحدث عن دور قوى إقليمية أو قوى أخرى مثلا الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذا الاتفاق. هل تؤكدون هذا الخبر؟ Pas du tout. Au fait, les États-Unis, la France et en réalité d'autres pays de la coalition nationale tels que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont joué un rôle essentiel dans l'encouragement et la médiation de ce dialogue. Cependant, ce qui s'est concrètement produit est le résultat d'un dialogue intersyrien. Bien entendu, d'autres questions sont liées à ce sujet, notamment l'évolution de la situation en Syrie et son avenir. Une initiative avait été lancée dans ce sens par M. Abdullah Öcalan, qu'il avait adressée à la Turquie, visant à instaurer un processus politique entre le Parti des travailleurs du Kurdistan et l'État turc. Dans cette initiative, il appelait à la dissolution du parti, au désarmement et au lancement d'un processus politique. Cette proposition a été accueillie favorablement par la communauté internationale et à mon sens, elle a eu des répercussions et des retombées positives sur l'accord entre les forces démocratiques syriennes et M. Ahmed Shara. Cela montre à quel point les dynamiques régionales sont interconnectées. C'est ainsi qu'a émergé cet accord historique, signé à une date symbolique, ouvrant aux Syriens une nouvelle perspective pour engager un dialogue national purement syrien sur toutes les questions liées à l'avenir du pays. Je suis convaincu que, par cette voie, nous pouvons surmonter la crise et la guerre civile qui durent depuis des années. L'accord a été conclu quelques jours après les massacres et le génocide perpétré sur le littoral syrien contre la communauté alawite, une composante essentielle du peuple syrien. Il est inadmissible que ce peuple, qui fait partie intégrante de la nation syrienne, subisse de telles atrocités sous prétexte que Bachar et Hafez al-Assad sont d'origine alawite. En réalité, ces derniers ont exploité la communauté alawite au service de leurs agendas politiques. Certains éléments de l'ancien régime ont certes déclenché ces affrontements en ciblant les forces de la nouvelle administration en Syrie. Ce sont eux qui ont initié ces hostilités, mais cela ne saurait justifier les exactions commises par des factions radicales, incontrôlées et extrémistes qui ont perpétré des atrocités innommables. Nous sommes convaincus que cet accord aura des répercussions majeures sur toutes les composantes de la société syrienne et qu'il jettera les bases d'un État fondé sur le principe du partage du pouvoir, où toutes les communautés pourront participer activement à la gouvernance du pays. Cet accord ouvre la voie à l'édification d'une nouvelle Syrie démocratique et pluraliste, garantissant à toutes les composantes de la nation syrienne l'ensemble de leurs droits en tant que citoyens à part entière. نعم. السيد مظلوم عبدي قائد القوات سوريا الديمقراطية a déclaré, Monsieur Mazloum Abdi a déclaré qu'aujourd'hui cet accord va permettre de construire une Syrie nouvelle, unifiée, entendait-il. صرح السيد مظلوم عبدي بأن هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة. هذا الاتفاق كان يعني فرصة لمنع تفتيت سوريا، هذا الذي كان يقصد منه أو من خلاله في الساحل، في عمليات الساحل. السيد عبد الكريم عمر.
Monsieur Madloum Abdi a tout à fait raison. Et pour nous, au sein de l'administration autonome et en tant que Kurdes, nous nous sommes toujours considérés comme une composante essentielle du peuple syrien. Nous avons toujours été attachés à l'unité de la Syrie et avons constamment appelé à un changement national démocratique ainsi qu'à l'édification d'une nouvelle Syrie démocratique et inclusive. C'est pourquoi nous avons lutté pendant des décennies et c'est aussi pour cela que des milliers de nos meilleurs militants ont été emprisonnés, exilés ou même exécutés. Nous avons pris part à la révolution syrienne dès ses débuts et dans le nord-est du pays, nous avons établi une administration autonome démocratique qui rassemble les différentes composantes de cette région. La femme kurde a également joué un rôle majeur dans la révolution et au sein de cette administration. Nous avons toujours affirmé que notre objectif était que l'avenir de la Syrie et de l'administration autonome du Nord-Est servent de modèle pour bâtir une nouvelle Syrie démocratique, pluraliste et décentralisée. Grâce à cet accord, nous avons préservé l'unité de la Syrie. Grâce à cet accord, nous pourrons libérer les territoires occupés. Et grâce à cet accord, nous construirons ensemble une Syrie nouvelle, prospère et développée où régneront la sécurité et la paix. Madloum Abdi a également rajouté, nous ne voulons pas dissoudre Qast. Au contraire, ce que nous souhaitons, c'est que Qast soit ou vienne consolider l'armée syrienne ou la nouvelle armée syrienne. مظلوم عبدي أضاف وقال لا نريد أن نحل قسط بل على العكس نرى بأن قسط سوف تقوي الجيش السوري الجديد. كيف يكون هذا سيد عبد الكريم عمر؟ Lorsque les forces démocratiques syriennes FDS ont été créées, il avait été affirmé dès le départ qu'elles constitueraient le noyau de l'armée de la Syrie future, après le renversement bien entendu du régime autoritaire en place et la mise en œuvre du changement national et démocratique nécessaire. Bien entendu, un État ne peut avoir deux armées. Il ne doit en exister qu'une seule. Cependant, les forces démocratiques syriennes, qui comptent aujourd'hui plus de 100 000 combattants, sont composées des meilleurs jeunes hommes et femmes issus de toutes les composantes du nord-est de la Syrie, notamment des Kurdes, des Arabes, des Assyriens, des Syriaques et des Araméens. Ensemble, ils ont administré cette région et ont fondé les FDS pour en assurer la protection. Leur lutte leur a coûté un lourd tribut, mais ils ont combattu avec acharnement contre le terrorisme, une menace non seulement pour la région et pour la Syrie, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Grâce à d'immenses sacrifices, ils ont réussi à vaincre militairement le terrorisme. Cette armée, bien entraînée et dotée d'un armement sophistiqué, a bénéficié d'une formation dispensée par les forces de la coalition internationale et possède aujourd'hui une expérience précieuse dans la lutte contre le terrorisme, en particulier contre Daesh. Son intégration au sein de l'armée syrienne nationale constituera un atout majeur et renforcera considérablement cette dernière. Les forces démocratiques syriennes joueront un rôle crucial, non seulement dans la lutte contre Daesh dans le nord-est de la Syrie, mais également dans l'ensemble du pays. En effet, Daesh a profité de la chute du régime précédent et de la phase de transition pour s'emparer d'importants stocks d'armes et d'équipements militaires dans les camps de l'armée syrienne, avant d'étendre son influence, notamment dans les régions de Homs et de Hama. Dans la prochaine phase, et à la suite de l'accord signé entre les forces démocratiques syriennes et M. Ahmed Shara, ces forces pourront mener, en coordination avec l'armée syrienne et les forces de la nouvelle administration, des opérations conjointes pour éradiquer Daesh et renforcer la sécurité dans tout le pays. يعني شبه قيادة مزدوجة سيد عبد الكريم عمر. Il est prévu une phase transitoire au cours de laquelle des négociations seront menées afin d'établir un cadre précis pour l'intégration crescendo des forces démocratiques au sein de l'armée syrienne. Vous n'êtes pas sans savoir que l'organisation terroriste Daesh continue de représenter une menace d'une gravité extrême.
Par ailleurs, les forces de la coalition internationale, comprenant des contingents américains, britanniques, allemands et français, maintiennent leur présence dans le nord-est de la Syrie en coordination avec les forces démocratiques syriennes. En outre, des milliers de combattants de Daesh, issus de plus de 60 nationalités, sont détenus dans les centres de rétention de l'administration du nord-est de la Syrie. Des dizaines de milliers de membres des familles affiliées à Daesh demeurent regroupés dans les camps d'Al-Hol et de Rouge. Ces éléments sont intrinsèquement liés et doivent être appréhendés avec la plus grande rigueur. Un dispositif structuré sera mis en place afin d'assurer une intégration méthodique des forces démocratiques syriennes au sein de l'armée syrienne. Durant cette période transitoire, des opérations militaires conjointes sont envisageables afin d'éradiquer Daesh. Saïd Abdelkarim Omar, Monsieur Abdelkarim Omar, chargé des affaires extérieures de l'administration autonome du nord-est syrien de 2015 à 2022. Merci d'avoir été avec nous. Shukran jazilan, Saïd Abdelkarim Omar, لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا العفو. أهلا بك. وشكرا على الاستضافة. Réunion d'information sur la situation au Soudan au Conseil de sécurité de l'ONU. Près de 2 ans après le début de la guerre, le Soudan traverse une crise humanitaire dévastatrice qui se traduit par d'importantes pertes civiles, des déplacements massifs et de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d'eau. Les combats ont déplacé quelques 12,8 millions de Soudanais, dont environ 3,7 millions ont cherché refuge dans les pays voisins. Avec nous pour en parler, Monsieur Radwan Nouisser, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes expert de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Soudan, désigné en 2022 par Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies. Monsieur Radwan Nouisser, les chiffres avancés sont totalement effarants. Ce sont des chiffres que vous rencontrez quotidiennement. Il y a pour le moment 11 millions et demi de personnes qui étaient forcées de quitter leur domicile et d'aller chercher de la sécurité ailleurs. En plus, il y a à peu près 3 millions de personnes qui ont dû traverser la frontière et se réfugier dans un pays voisin. Abu Shouk, Zamzam, Salam et d'autres sont des camps, bien qu'ils abritent plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce ne sont que des exemples du massacre humanitaire qui règne actuellement au Soudan, malheureusement. C'est une véritable crise humanitaire qui a généré la plus grande catastrophe humanitaire du monde, de l'humanité aujourd'hui. À propos de quand, Monsieur Radwan Nouisser, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé la suspension de ses opérations dans certains camps, notamment le camp de Zamzam, où sont réfugiés des nombres importants de Soudanais. Comment réagissez-vous à cela? Est-ce qu'il vous semble que c'est une conséquence de décisions politiques en l'occurrence? Depuis plusieurs mois, il y a des attaques ou bien un siège dans la zone de El Fasher du nord Darfour parce que les forces de support rapide veulent contrôler toute la région du Darfour du Nord. Absolument. Le camp de Zamzam, il est très important parce que, comme vous l'avez bien dit, il abrite à peu près 1 million de personnes déplacées, mais malgré tous les messages de paix, malgré toutes les demandes incessantes de toutes les organisations internationales humanitaires, les parties au conflit continuent à se disputer cette région. Je précise tout de même à nos auditeurs qu'à Al-Fashir, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont depuis près de 10 mois encerclé la région. La situation sécuritaire et humanitaire se dégrade toujours davantage. Avez-vous rencontré les autorités politiques du pays et que vous disent-elles?
Ma dernière rencontre était avec le ministre de la Justice de Genève, Oui. à la marge du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais au mois de juillet, j'ai passé une semaine à Port-Soudan. J'ai posé 4 questions que j'estime extrêmement importantes pour la situation des droits de l'homme au Soudan aujourd'hui. D'abord, la protection des civils. Il faut arrêter de bombarder ou d'attaquer des zones habitées par des civils. La facilitation de l'aide ou bien des convois d'assistance humanitaire. La protection de l'espace civil, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour les ONG qui fournissent de l'aide humanitaire et qui défendent les droits de l'homme, et surtout la question d'arrêter l'impunité qui règne au Soudan depuis plusieurs décennies. Après mes réunions avec les responsables du Conseil transitoire de souveraineté, j'ai aussi eu une réunion virtuelle avec les responsables des forces de soutien rapide pour poser les mêmes questions que nous estimons essentielles pour le respect des droits de l'homme dans ce pays. Malheureusement, il n'y a pas eu de changement d'attitude, ni d'une part ou de l'autre, et malheureusement, les crimes contre les civils continuent à se produire d'une façon quotidienne. Je rappelle, Monsieur Redouane Huisser, que vous êtes expert de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Soudan, désigné en 2022 par Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies. Vous avez souligné que le conflit au Soudan, Monsieur Huisser, le conflit au Soudan a entraîné une crise inédite sur le plan de la protection. Toutefois, la protection relève également des pays qui interviennent afin que cette crise puisse trouver une issue politique notamment. Il y a plusieurs efforts dans ce sens, ne serait-ce que la déclaration de Jeddah, tout à fait au début du conflit, mais malheureusement, il y a aussi la fourniture d'armes qui continue et un flux d'armement qui continue, la livraison de fonds, il y a la contribution en termes de personnel. Évidemment, si ça continue comme ça, et si l'impunité continue comme elle est aujourd'hui, oui, il n'y a pas de trêve ou de paix ou de solution possible. Est-ce qu'il vous semble, Monsieur Huisser, que les multiples ingérences de certains pays ont exacerbé les tensions? Absolument. Toute intervention étrangère qui ne plaide pas la paix et la réconciliation de toutes les parties soudanaises est considérée comme ajouter de l'huile sur le feu. Le 22 février, le groupe paramilitaire soudanais, les FSR, Forces de soutien rapide, accompagné de divers groupes politiques soudanais et mouvements armés, a signé une charte politique visant à établir un gouvernement parallèle. La démarche a été rejetée totalement par Khartoum. N'est-ce pas une raison supplémentaire qui met un frein à toute tentative d'apaisement? Elle a été rejetée non seulement par Khartoum, oui, mais par plusieurs pays arabes. Aussi par le secrétaire général des Nations Unies, oui, qui considère que c'est un premier pas vers la division du Soudan. Et là, c'est un point rouge, une ligne rouge pour ce qui nous concerne, et ce qui concerne, je pense, toute l'humanité. L'intégrité territoriale et politique du Soudan est une ligne rouge, et déclarer un nouveau gouvernement, oui, ou bien un autre gouvernement qui serait bientôt formé, paraît-il, par le mouvement Taqaddum, oui, serait des pas indésirables vers la division du Soudan.
Nous retiendrons par ailleurs, sans toutefois nous attarder sur le sujet, que le pays hôte de cette rencontre a également été pointé du doigt. Monsieur Redouane Nouissar, le Soudan est touché, comme vous le disiez en début de cet entretien, de plein fouet par la décision aussi des États-Unis de suspendre l'aide au développement. Selon l'ONU, 30 millions de personnes, soit la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim. Cette décision américaine de suspendre l'aide au développement a, je suppose, enfoncé un peu plus le clou, Monsieur Redouane Nouissar. Moi, je vous donne l'exemple du secteur médical. Aujourd'hui, au Soudan, moins de 30% des hôpitaux sont en mesure de délivrer un minimum d'aide médicale. Les États-Unis ont décidé d'arrêter leurs relations avec ou leur participation dans l'Organisation mondiale de la santé. Évidemment, ça a un effet sur la situation de milliers de personnes qui ont besoin d'aide médicale ou qui sont blessées ou qui ont besoin d'une aide médicale d'urgence. Vous avez évoqué la rencontre à Jeddah. Les pays qui étaient présents à cette rencontre, les pays de la région en l'occurrence, et d'autres pays arabes qui ont condamné ce gouvernement parallèle, quel appui peuvent-ils avoir pour solutionner la situation au Soudan? Ont-ils le poids nécessaire pour le faire? Malheureusement, la déclaration de Jeddah, dont les acteurs principaux sont le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, n'a pas été mise en application parce que il n'y a pas eu de mécanisme de contrôle de l'exécution de cette déclaration. Ça n'a pas avancé du tout. Les États-Unis ont émis des propositions. Les États-Unis ont tout de même, en parallèle, suspendu une aide importante. Donc, comment peut-on faire la chose et son contraire? Souhaiter la chose et son contraire, Monsieur Redouane Nouissar. Mais n'oublions pas qu'il y a eu un changement d'administration à Washington entre-temps. Et là, c'est une chose qui est en dehors du contrôle de tout le monde. Quelle issue voyez-vous à cette crise? Est-ce que la solution serait politique? Comment l'envisagez-vous? Une guerre urbaine entre deux armées ne peut pas avoir une solution militaire. Absolument. La solution est exclusivement politique. Malheureusement, les deux parties du conflit ne veulent pas écouter ça. Vous dites la solution est exclusivement politique. Est-ce que l'on peut rajouter que la solution doit être entre les Soudanais eux-mêmes, sans les ingérences extérieures? N'est-ce pas là le frein qui a bloqué toute issue, Monsieur Redouane Nouissar? Le Soudan est un pays à culture, ethnicité, couleur, langue, religion diverses. Et il est déjà difficile pour les Soudanais de régler le problème entre eux. Donc, si on ajoute une partie extérieure, elle ne va que aggraver encore la situation et compliquer davantage la situation. Donc, il vaut mieux laisser les Soudanais régler leurs problèmes entre eux, dans la paix et la sérénité. Comment maintenir la paix et la sérénité en son absence, Monsieur Redouane Nouissar? Là est le paradoxe. C'est aux hommes qui dirigent les Soudanais, surtout les partis politiques civils, de mettre de l'effort dans ce but-là. Monsieur Redouane Nouissar, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle que vous êtes expert de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Soudan, désigné en 2022 par Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies. Merci, Monsieur Nouissar. Merci beaucoup. Il n'y a pas de mal. Au revoir.
Le 25 octobre 2021, plusieurs responsables politiques soudanais sont arrêtés. Le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté depuis 2019, annonce la dissolution des autorités de transition, dont le Conseil des ministres, décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, démet de leurs fonctions les gouverneurs des États, les ministres d'État et vice-ministres, et suspend le travail du comité chargé du démantèlement de l'ancien régime. Une annonce au ton solennel est ainsi faite. Nous avons décidé de décréter l'état d'urgence dans tout le pays et de dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté. Nous restons cependant attachés aux accords internationaux signés pendant le règne du gouvernement intérimaire et à la transition vers un État civil. Ainsi faisant, le 25 octobre 2021, l'armée soudanaise reprend le contrôle intégral du pouvoir. Le processus de transition démocratique est interrompu et le Conseil de souveraineté est dissous. Le général Abdel Fattah al-Burhan met un point final à l'union sacrée scellée entre civils et militaires. Le premier ministre Abdallah Hamdok est arrêté puis rétabli dans ses fonctions après une période ponctuée par des bras de force. Le 21 novembre, après la signature d'un accord entre le général Abdel Fattah, les deux hommes, Hamdok et Burhan, conviennent de mettre en place un cabinet intérimaire composé en grande partie de technocrates en attendant les élections annoncées pour juillet 2023. Hamdok en fait l'annonce. Cet accord permet, nous l'espérons, de lever les obstacles internes et externes et de rétablir le processus de transition vers une démocratie durable. Aussitôt l'accord paraphé, les réactions en chaîne s'en sont suivies. Mariam El-Mahdi, ministre des Affaires étrangères du Soudan en 2021 au sein du gouvernement d'Abdallah Hamdok, fille du chef du principal parti d'opposition, Sadiq al-Mahdi, premier ministre du gouvernement civil renversé par le coup d'État d'Omar al-Bashir en 1989. Mariam El-Mahdi présente sa démission au premier ministre Abdallah Hamdok après la signature le 21 novembre 2021 de l'accord avec le général El-Burhan. La vice-présidente du parti Oumma évoque une situation politique qui avance au gré de la houle et établit les limites des institutions régaliennes. La situation au Soudan est prise dans un déferlement de vagues. Quoi que l'on dise, quoi que l'on constate au Soudan, les problèmes sont apparents et en surface. Nous vivons une véritable révolution, pas seulement dans l'engagement des jeunes et des femmes, mais aussi dans l'organisation de la vie politique. Le rôle de l'institution militaire, une institution importante, doit se faire en dehors du cercle du pouvoir. En sa qualité d'armée professionnelle unifiée, cette question est restée sujette à perturbation, ce qui expose le Soudan à de multiples coups d'État et à de nombreuses révolutions. La population soudanaise ne lâche pas prise et poursuit ses mouvements de protestation. L'accord signé le 21 novembre est ainsi dénoncé. Nous manifestons contre l'accord politique du 21 novembre, qui était censé arrêter le bain de sang. Mais malheureusement, il y a encore des morts et des violences. Cela signifie que cet accord n'est pas le bon. À l'issue d'une importante manifestation ayant fait des morts, l'ex-premier ministre Abdallah Hamdok jette l'éponge et annonce sa démission. J'ai décidé d'annoncer ma démission, donnant ainsi l'occasion à un autre homme ou femme de notre généreux pays de continuer avec le leadership du pays. J'ai fait de mon mieux pour éviter que le pays ne tombe dans un désastre. Le Soudan traverse des périodes qui avancent en dents de scie. Les alliances ne semblent pas pouvoir se conjuguer de manière consensuelle et coordonnée. Certains parleront de transition bicéphale, une transition
aux lignes difficilement immuables pour les uns et faciles à franchir pour les autres. Le pays connaît en effet une transition entachée par des divisions politiques. Voyons cela de plus près. Après la destitution de Omar al-Bashir, un conseil militaire de transition composé de militaires et de civils prend le pouvoir. C'était le 11 avril 2019. Ce conseil devient ensuite le Conseil de souveraineté le 17 août de la même année. Il sera chargé de diriger la transition démocratique du pays. Toutefois, cette transition qui reposait sur un partenariat entre civils et militaires se heurte à des lignes de front, une fracture que nous explique Sawarmi Khaled Saad, ancien porte-parole des forces armées soudanaises. La situation politique au Soudan connaît des tiraillements entre les politiques civiles avec leur vision, leur idéologie et des a priori divers. Ils sont aussi organiquement différents du composant militaire en dépit du fait qu'ils ne constituent pas un bloc. Ceci a conduit à une situation économique très difficile. Il y a des conflits politiques et socio-économiques qui paralysent le pays. Ceci a conduit à une situation économique très difficile qui paralyse le pays. Des tensions qui exacerbent la situation déjà difficile et compliquent la vie au quotidien. Une situation sensiblement dangereuse qui a d'ores et déjà conduit, rappelez-vous, à la chute de Omar al-Bashir. En dépit des ressources naturelles non négligeables, le Soudan est parmi les pays les plus pauvres du monde. Le PIB par habitant est en constante diminution. L'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok avait affirmé dans une interview en août 2020 que son ministre des Finances n'avait accès qu'à 18% des ressources de l'État, ce qui laisse 80% des revenus du Soudan hors de contrôle. N'aurait-il pas fallu coordonner les efforts afin de ne pas permettre à un pays, riche par sa culture et ses ressources, de se transformer en proie facile à phagocyter? Abdelbari Jilani Ahmed, ancien ministre des Mines, explique. Au Soudan, nous pensons que les problèmes du pays sont liés aux ingérences d'organisations internationales non arabes. Nous n'avons constaté aucun travail coordonné portant sur les difficultés que traverse le Soudan. Nous pensons que les tentatives de marginalisation sont liées au refus du Soudan d'avoir des canaux avec les sionistes et leurs alliés. Le Soudan a un positionnement stratégique. C'est un pont entre l'Afrique et le monde arabe. Pourquoi ne pas renforcer ces liens ? Nous représentons la société civile et nous pensons que la difficulté nous oblige à coopérer. Le changement est un défi. Africaine a condamné ce mercredi l'annonce d'un gouvernement parallèle au Soudan formé par les forces de soutien rapide et leurs alliés. L'organisation panafricaine avertit que cette initiative pourrait fragmenter davantage un pays déjà ravagé par près de 2 ans de guerre civile. Le ministre des Affaires étrangères du Soudan avertit. Personne ne reconnaîtra le soi-disant gouvernement parallèle du Soudan. Il s'agit d'une position claire et confirmée, comme nous l'a affirmé son Excellence, le ministre égyptien des Affaires étrangères. Nous n'accepterons pas qu'un autre pays reconnaisse ce qui est appelé un gouvernement parallèle. Avec nous en ligne, monsieur Noureddin Saati, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ambassadeur du Soudan aux États-Unis entre 2020 et 2022. Monsieur Noureddin Saati, face à la situation actuelle, doit-on penser et dire que les intérêts relèguent au second plan la situation humanitaire? Oui, on peut tirer cette conclusion, mais il faut quand même faire la distinction entre la volonté d'assistance humanitaire et la volonté ou la possibilité de trouver un règlement politique
et les interférences du type politico-diplomatique. Par exemple, j'ai assisté à la réunion sur la situation humanitaire et la communauté internationale a montré quand même une certaine solidarité pour venir auprès du Soudan, mais il y a des complications qui empêchent cette volonté de se réaliser, de se transformer en action concrète. Donc, volonté d'assistance humanitaire, certes, mais confrontation à une certaine situation compliquée sur le terrain, surtout de type sécuritaire, qui empêche peut-être que l'assistance humanitaire arrive à destination. Moi, je ne peux pas généraliser en disant qu'il n'y a pas de volonté de venir auprès du Soudan, d'assister du Soudan du point de vue humanitaire, mais il y a défaillances diplomatiques ou politiques, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a une relation, on va dire, de cause à effet ou une déclinaison, hélas logique, entre la situation humanitaire aujourd'hui et le soutien extérieur en termes de fournitures militaires? Certainement. La continuation de la guerre impacte sur la situation humanitaire, c'est certes. Et ceux qui fournissent ces armes au Soudan sont responsables de la précarité, disons, de la situation humanitaire. Certainement, il y a un lien, disons, direct entre la fourniture d'armement et la continuation de la guerre et par la suite entre la détérioration permanente et continue de la situation humanitaire. Alors justement, ces partis extérieurs que nous évoquions entretiennent cette situation pour des raisons tantôt militaires, tantôt politiques. Certainement, il y a toujours des objectifs politiques. Il y a certainement des raisons pour lesquelles ces forces de part et d'autre continuent à appuyer les uns et les autres, les deux partis. Il y a des objectifs politiques, certainement, ou géostratégiques, qui sont parfois très difficiles, disons, à déceler et même à comprendre ou à justifier. Est-ce qu'il faille aujourd'hui penser et dire que le Soudan est pris au piège des rivalités internes et d'ingérences étrangères? Absolument. Les rivalités internes qui impactent sur les ingérences externes et vice-versa. Vous n'êtes pas sans savoir que l'armée soudanaise avait été appelée à intervenir dans la guerre du Yémen. Donc, il y a plus ou moins, disons, une implication des deux côtés dans ce drame qui grippe le Soudan depuis plusieurs années. Et ce que nous assistons aujourd'hui, ce n'est qu'une nouvelle phase dans cette rivalité entre les deux factions de l'armée, les forces armées soudanaises, du côté l'armée officielle et de l'autre côté FRS, qui se battent aujourd'hui sur les dépouilles de la nation soudanaise et du pays soudanais avec l'assistance de certaines forces étrangères qui est difficile à nommer maintenant. Selon le Wall Street Journal, l'Ukraine a également envoyé des commandos combattre auprès des phares afin d'internationaliser la guerre contre la Russie. Que représente le Soudan? Quel enjeu représente le Soudan? Est-ce qu'il s'agit d'enjeux financiers? Est-ce qu'il s'agit d'intérêts stratégiques? Est-ce qu'il s'agit, tel que cela est présenté de façon basique, de mines d'or que certains voudraient continuer à exploiter? De quoi est-il question, Monsieur Nordin Sati? Il s'agit de tout ça, madame. Il s'agit de tout ça. Il s'agit d'intérêts géostratégiques. Certes, le Soudan est un pays juste stratégiquement important, en le sens qu'il se retrouve sur la mer Rouge, et nous savons très bien ce qui se passe sur la mer Rouge aujourd'hui, dans le sud, que ce soit dans le sud de Bab el-Mandeb ou bien le nord du côté de Gaza. Et l'embrasement du Soudan, de la côte soudanaise, va affecter considérablement l'intérêt de beaucoup de pays. Donc le contrôle de la côte soudanaise est primordial pour des forces régionales et internationales. Le Soudan, là où il avoisine l'Égypte, l'Éthiopie, le Sud-Soudan, le Tchad, la Libye, le Centrafrique, l'Érythrée, il commande une position stratégique entre le Sahel et la mer Rouge. Donc, il y a beaucoup d'intérêts. Le Soudan aussi détient quand même
des matières premières stratégiques qui sont importantes pour des industries nouvelles. L'or au Soudan, l'or du Darfour, du Kordofan, du Soudan central, du Soudan du Nord, du Soudan de l'Est, également attire beaucoup de velléités. Donc il y a beaucoup d'intérêt et que le Soudan, qui a été négligé pendant trop longtemps, qui est minimisé un peu comme un petit pays politiquement, commande une position stratégique quand même qui attire beaucoup d'intérêt. Il y a eu des visites d'une haute personnalité russe pour Soudan qui a exprimé son appui au gouvernement de Soudan. Donc déjà, la guerre Ukraine-Russie... Il faut quand même préciser que la Russie voulait construire une base ou installer une base militaire à Port-Soudan il y a de cela une année, monsieur Nordin Sati. Oui, il y a de ça un peu plus qu'une année, parce que c'était à l'époque où j'étais ambassadeur à Washington, et je crois que j'ai joué mon rôle pour rassurer les Américains que cela n'allait pas arriver. À l'époque, c'était une situation tout à fait différente. Nous essayons à l'époque à intéresser les Américains un peu pour accélérer les résistances au Soudan. Quand ils se plaignaient, à l'époque, le président Trump en personne se plaignait du fait que le Soudan allait offrir à la Russie l'occasion de construire une base sur la mer Rouge. Et on a rassuré les Américains comme disant cela n'allait jamais arriver. Et qu'est-ce que les Américains offraient en contrepartie, monsieur Nordin Sati? Justement, il y a eu beaucoup de retard. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu beaucoup d'assistance qui avait été promise à l'époque, qui ne s'est pas matérialisée. Et puis, il y a eu le coup d'État du 21 octobre 2021, qui a coupé la route à toute tentative de rapprochement avec les Américains. Monsieur Nordin Sati, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Ont participé à ce programme Nordin Sati, ancien ambassadeur du Soudan aux États-Unis. C'était entre 2020 et 2022. Redouane Wisser, expert de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Soudan. Abdelkarim Omar, chargé des relations extérieures au sein de l'administration kurde de Syrie entre 2015 et 2022. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahali. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.